Bonjour tout le monde, ici Chantal Pelletier. On est actuellement au cours 13 pour la création d'un site web dans un système de gestion de contenu. Et aujourd'hui, je vais vous parler des balises schéma. Vous allez voir, c'est très intéressant et ça peut nous amener à faire des belles choses pour les moteurs de recherche. Alors, dans un premier temps, euh, je veux faire quelques rappels concernant des choses qu'on a vues préalablement. OK? Vous vous rappelez que je vous ai déjà dit que Google essayait de comprendre comment était construit notre site web. Dans un premier temps, donc, le fait de construire votre site en HTML5 pouvait donner de bonnes indications à Google ou au moteur de recherche sur la façon dont était structuré le contenu de votre site. Par exemple, Google peut facilement comprendre où se trouve l'entête de votre site, où se trouve la navigation, les contenus principaux de vos pages, de vos articles, le pied de page, et ce sont les codes, les balises en HTML5 qui lui permettent de mieux comprendre comment est construit votre site. C'est déjà un premier pas vers la recherche du sens de ce qui se trouve dans votre page, mais ce n'est pas suffisant pour Google pour bien comprendre de quoi parle ou de quoi sont constitués les contenus de votre site web. Je vous ai également parlé au fil des semaines du fait qu'il était intéressant dans un site web de séparer ses contenus en silos sémantiques. Donc, on essayait d'avoir des cocons sémantiques dans lesquels les informations étaient liées les unes aux autres grâce à l'utilisation d'un champ lexical précis dans chaque section de notre site web. Donc, si je vous parle de médias sociaux dans un de mes silos, j'utilise un champ lexical qui a trait à ce sujet-là et j'essaie d'avoir un champ lexical différent pour chacun des silos, chacun des cocons sémantiques de mon site web. De cette façon-là, Google peut comprendre comment sont constitués les contenus, de quoi je parle. Il peut comprendre mieux le sens de ce que j'essaie de transmettre à mes utilisateurs, à mes lecteurs. C'est déjà une belle façon de présenter les choses. Je vous avais également dit que dans le cadre d'un site web, il y a deux sections qui sont vraiment importantes pour Google afin que ce dernier comprenne mieux de quoi parle ou de quoi va traiter notre site, sur quoi on est un expert, par exemple. Alors, la première section, c'est la section à propos, qui est vraiment importante dans un site web où on doit situer qui on est, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on est un expert. On doit développer un texte qui permet à Google de comprendre ce que on devrait normalement retrouver comme contenu dans le site web. Alors ça, c'est une première des choses, la section à propos qui n'est absolument pas à négliger. De plus, il y a une deuxième section qui était essentielle, qui est la section pour nous joindre, où là, on doit dire à Google si quelqu'un veut communiquer avec le responsable du site, voici comment procéder, donc des informations de contact les plus complètes possibles. Et tout ça indique à Google qu'on a affaire à un site qui n'est pas un site de fake news, qui est un site où on va vraiment, entre autres, là, un site de qualité où on va vraiment avoir une information qui est pertinente et de qualité sur un sujet donné. Maintenant, c'est pas tout. Il y a une autre façon qu'on peut aider Google à comprendre de quoi traite notre site web. Parce que Google, aussi intelligent entre guillemets que soient ses algorithmes, Google ne comprend pas nécessairement à 100% ce qui se trouve dans les textes, le sens de ce qui est présenté à l'écran. En fait, Google il aime qu'on l'aide encore plus, qu'on lui donne encore une meilleure indication sur ce qu'il va retrouver dans notre site web. Je vous montre ici à l'écran. On a deux résultats de recherche de Google, deux résultats pour le mot-clé agneau braisé. Dans un premier temps, ici, on a l'agneau braisé de Marina Orsini et dans un deuxième cas, on a l'agneau braisé de Ricardo. Il y a une différence fondamentale entre ces deux éléments-là. C'est l'information visuelle qu'on voit dans les résultats de recherche. Dans un cas, c'est un résultat de recherche tout à fait normal, comme on en voit des millions. C'est un
snippet. OK? C'est comme ça qu'on appelle les résultats de recherche de Google. En fait, ici, c'est la partie d'en bas là, qui commence par 1er mars et qui se termine par les 3 petits points ici. On a donc un snippet. Donc, c'est l'information qui est présentée dans les résultats de recherche. Ici, vous remarquez qu'on a vraiment beaucoup d'informations supplémentaires. On a une image, pour commencer, qui attire franchement le regard. On a la note. Hein, cet agneau braisé-là a été noté 5 étoiles sur 5 par 13 personnes. On a ici un temps, donc 3h50. On peut imaginer que c'est peut-être le temps total pour faire cette recette-là. On a les instructions, mais ça pourrait être le snippet normal. Alors, lorsqu'on voit un snippet comme ça dans les résultats de recherche, on appelle ça un rich snippet. Okay? C'est un snippet qui est riche, qui est amélioré. Et ça, ce n'est pas un hasard si c'est comme ça. Il y a quelqu'un sur le site de Ricardo qui a pris la peine de passer chaque page, il y a une fonction sûrement qui a automatisé quelque peu la façon de faire, mais qui a passé à travers chaque page du site web de Ricardo pour donner une information supplémentaire au moteur de recherche Google pour lui permettre d'afficher cette information-là. Cette information-là, elle provient de ce qu'on appelle les balises schema.org. Ce sont, en français, des données structurées, donc des balises schéma. Qu'est-ce que c'est que les balises schéma? En fait, je vais vous montrer des exemples. C'est que donc, lorsqu'on utilise les balises schéma dans notre site web, on donne des instructions à Google pour que les extraits, ce qu'on appelle les snippets, les extraits en français, deviennent enrichis. Donc, par exemple, ici, on a différents extraits enrichis où on a la note, les votes, le prix moyen d'un plat au restaurant Le Café à Paris. Ici, par exemple, le calendrier du Canadien de Montréal, les instructions ici, les dates des parties, ça ne provient pas de ça des airs. Là. Et puis ici, par exemple, encore une fois, le poulet au beurre d'une recette de SOS Cuisine où on a l'image, les notes, les calories, etc. Donc, que cette recette-là va prendre à faire. Alors, c'est intéressant, ça, c'est des instructions qui sont ajoutées directement dans le site web pour parler un langage vraiment beaucoup plus structuré à Google pour lui permettre vraiment de comprendre exactement quelle information veut dire quoi dans chacun de nos articles ou même chacune de nos pages sur le site web. Alors, comment ça se présente si on s'en va dans le code du site? C'est que ça ajoute des instructions dans le head de notre page. Vous vous rappelez, je vous avais dit, lorsqu'on est dans les balises head, la boîte head de notre site web, ce sont les instructions de notre site. Alors, on va ajouter dans cette boîte-là une série d'instructions qui vont permettre à Google de comprendre et de décortiquer beaucoup plus facilement ce qui se retrouve dans la section ici. Okay? Vous allez voir, moi, tantôt, je vais vous montrer comment le mettre en place sur votre site web avec une extension, mais pour l'instant, j'essaie de vous faire comprendre la logique qui est en arrière de tout ça. Alors, ces instructions-là donc, sont ajoutées sur votre site web et elles peuvent donner des instructions sur une information qui est plus structurée dans votre site web. Par exemple, si vous avez des recettes dans votre site web, vous allez pouvoir ajouter des données structurées pour identifier les temps de cuisson, les ingrédients, les instructions de la recette, etc. Si vous avez des produits dans une boutique, vous allez pouvoir décortiquer l'information sur chacun de vos produits, ajouter une image, des prix, des tailles, des coûts, etc. pour vos produits. Si vous avez des événements sur votre site web, vous allez pouvoir ajouter des données structurées pour les dates, le nom de l'événement, la description, les conférenciers, etc. Donc, tout ce qui est récurrent sur votre site web et qui présente une information qui peut être mise en forme, disons, de façon structurée, peut être ajouté dans des données, dans des balises schéma. Alors, il y a plusieurs formats, je vous le dis, là, ça c'est très technique ce que je vous dis là. Il y a plusieurs formats qui ont été créés au fil des années pour les données structurées. Le format qui est privilégié en ce moment par Google, c'est le JSON-LD, donc c'est JavaScript Object Notation for Linked
Data. OK? C'est le dernier né. C'est aussi le plus simple à utiliser. Et comme je vous dis, moi, je vais vous montrer une extension pour le mettre en place. Son gros avantage du JSON, c'est qu'il est séparé du HTML. Donc, avant, les autres formats nous obligeaient à aller rajouter des lignes de code directement dans le HTML ici. Et pour WordPress, ça devenait très compliqué. Donc, ici, le fait de les mettre dans le head, dans la boîte head de notre site, c'est plus facile et ça permet un meilleur contrôle sur nos balises schéma. OK. Alors, je vous donne des exemples. OK? Ça, c'est le genre de choses. Voyez-vous, j'ai repris ici l'agneau braisé au nectar d'abricot et couscous israélien de Ricardo. Je suis allée sur la page et j'ai regardé le code derrière la page. Et voyez-vous, on a donc ici une application qui est LD-JSON. OK? Donc, on reconnaît les données structurées par le fait qu'il y a cette en-tête-là ici dans notre code. Et voyez-vous, ça, ce sont des exemples ici. Prep time, cook time. On a mis des instructions ici et c'est la façon d'écrire le temps. On va le revoir quand on va installer l'extension. Donc, le temps doit toujours être écrit PT majuscule. Et là, selon que c'est 3h30 minutes ici ou 20 minutes, on va indiquer les heures et les minutes et même parfois les secondes si on en a besoin, mais on n'en a pas besoin. On voit ici que les notes aussi, il y a eu 5 votes sur cette recette-là de 5 sur 5. Ça a été ajouté ici. On peut l'ajouter à la main. Maintenant, il y a plein d'autres informations. Vous le voyez ici. Puis Google, c'est Google qui choisit quelles informations vont être mises de l'avant dans ces résultats. Il y a énormément d'informations qui ont été ajoutées dans le code du site web, mais ce n'est pas nous qui décidons lesquelles vont être choisies par Google, c'est Google lui-même qui décide de l'information. Voyez-vous l'image ici, donc la recette 75,90, on voit ici qu'il y a un petit problème. La recette aurait dû être nommée autrement que 75,90 pour avoir des mots-clés importants, mais ça, Ricardo n'en a peut-être pas besoin de ce référencement-là, mais c'est cette image-là ici qui est affichée dans l'écran. Je vous montre un autre exemple. C'est un type. Voyez-vous, on a ici une application LD-JSON et le type de ces balises-là, c'est une recette, recipe. C'est très encadré. Et ce sont exactement les mêmes mots ici, les mêmes instructions qui sont insérées dans le code, mais cette fois-ci, on a évidemment d'autres données. Ici, on a une date. On a ici, voyez-vous, Google a choisi de présenter les ingrédients dans ses résultats de recherche plutôt que de présenter, par exemple, les instructions pour faire la recette. Et il n'a pas non plus présenté d'autres informations puisqu'il n'y en avait pas. Par exemple, le temps de cuisson, les calories, etc. Il n'était pas disponible. Donc, c'est ce que Google a choisi de présenter au lecteur. Il a présenté l'image aussi qui est de la fondue au fromage ici aussi. Donc, vous le voyez, ça peut devenir très intéressant parce que comme c'est très structuré, Google comprend exactement de quoi il en retourne. Et ce que je veux vraiment, ce sur quoi je veux vraiment mettre l'accent, c'est que ici, quand je lui dis Recipe Ingredient, là, Google, il comprend que ce n'est pas une liste d'épicerie, c'est une liste d'ingrédients. Ce ne sont pas des directives pour se rendre d'un point A à un point B sur la route. Ce sont les ingrédients d'une recette. Il a effectivement affaire à une recette et en plus, je lui ai déclaré ceci est une recette. Alors là, Google, il est content parce qu'il ne peut pas se tromper sur le fait qu'il est vraiment en train de lire une recette. Ça lui donne une confirmation de ce que son algorithme aurait pu penser que c'était cette page-là. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on va installer une extension dans WordPress qui va nous permettre de mettre des balises schéma sur notre site web. Vous allez voir que ce n'est pas quelque chose qui sauve du temps. C'est long à gérer des balises schéma. Si vous commencez ça sur votre site web, vous allez trouver que, oh là là, ça prend du temps. Mais une fois que c'est en place, votre site web va être mieux positionné dans les résultats de recherche parce que Google va privilégier de donner des résultats en provenance de votre site web parce qu'il est certain que c'est un résultat qui est pertinent pour la recherche qui a été mise en place. Alors, comment je fais? Je vais d'abord m'en aller dans mon site à moi, OK? Et je vais vous montrer dans le tableau de bord de mon site web, on va s'en aller dans les extensions.
L'extension que vous devez installer, je vais vous la nommer, je vais vous la montrer parce que je l'ai déjà installée sur mon site. Moi, j'ai commencé à tester ces éléments-là. Alors, on va attendre que ça charge. Alors, c'est ici. Elle s'appelle Schema and Structured Data for WP. OK? Donc, je vais juste copier ça ici. Alors, vous, ce que vous devez faire, vous devez ajouter cette extension-là. Alors, si je m'en viens ici, en fait, vous avez seulement qu'à écrire schéma. Hein? Je vais juste vous le montrer. Là. Si vous écrivez seulement schéma, S-C-H-E-M-A, c'est la première qui apparaît ici, qui est classée 5 sur 5, 20 000 d'installation et plus. Elle est compatible avec notre version de WordPress. Il y a des mises à jour fréquentes. Hein? On le voit ici il y a 3 jours. Donc, vous installez et vous activez cette extension-là. Une fois que ça va être fait, je vais juste le faire dans un site test pour vous montrer que, en fait, pour vous montrer ce qui arrive au moment même où l'installation se crée. On va vous inviter dans une espèce de tutoriel guidé à faire des premières installations pour votre schéma, mais je veux vous montrer qu'on peut passer tout droit cette installation-là. OK, donc je m'en vais dans le tableau de bord, extension. On va laisser charger. On va ajouter. Ouais, j'ai quelques messages. C'est un site test qui n'est pas réellement en production. Alors, j'écris schéma. J'installe. Et j'active. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? On va... Do you want the latest on structured data? Ici, on vous demande si vous voulez avoir les dernières nouvelles, vous abonner à l'infolettre, tout ça. Moi, je dis non, merci. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on va s'en aller ici dans Structured Data. OK? Là, il est possible que on vous envoie dans une espèce de tutoriel, OK, qui pourrait vous permettre de passer au travers pour bien comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est dans Settings qu'on pourrait vouloir vous faire passer au travers. Oui, c'est ça. Un Installation Wizard, OK? Fermez-le. Fermez le Installation Wizard. Je trouve ça drôle qu'il ne m'ait pas fait passer au travers. Mais si jamais on vous fait on vous fait essayer le Installation Wizard, arrêtez, puis revenez plutôt ici dans Settings. Donc, avec votre tableau de bord, revenez tout simplement dans Settings et on va le faire ensemble. Okay? Donc là, je vais vous amener dans mes settings ici de mon site web. Donc, Structured Data, on va s'en aller dans Settings. Suivez-moi bien ici parce qu'il y a des informations. Moi, pour être très franche avec vous, je ne comprends pas tout ce qui se passe ici, mais il y a de l'information qui est importante à configurer. Alors, je veux que vous le fassiez en même temps que moi, un minimum de configuration intéressante. Alors, ici, les settings, ce sont les réglages généraux. On vous demande, voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important pour Google de comprendre où se trouvait votre page à propos et où se trouvait votre page pour me joindre. Eh bien, ici, avec les configurations qu'on va faire dans nos balises schéma, on le dit carrément à Google. Voici ma page à propos. Oups, excusez, ici. Et voici ma page contact. Elle s'appelle, dans mon cas, pour me joindre. Mais vous, elle pourrait s'appeler contact, information de contact, peu importe. Mais vous lui dites, voyez-vous. Et on veut savoir votre navigation principale de votre site web. C'est lequel de vos menus dans WordPress. Alors, je vous rappelle, hein, ici dans Apparence, menu, je vais juste vous rappeler là, où se trouvent ces fameux menus-là. Voyez-vous, ici, vous avez plusieurs. Moi, j'en ai deux ici. J'ai mon menu supérieur, puis j'ai un menu qui s'appelle AMP. Vous allez avoir le menu social, le menu des liens intéressants, le menu principal. Alors, vous devez dire à Google, dans le fameux Structured Data Settings,
lequel, parmi les menus que vous avez dans votre WordPress, lequel est votre menu principal qui est la navigation du site. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Settings. Bon, ici, je vais passer à l'autre qui s'appelle Knowledge Graph, juste en dessous ici. Knowledge Graph, c'est de l'information à propos de vous. C'est l'information de base, OK, que Google va ramasser sur vous. Supposons que je suis dans les résultats de recherche de Google et que je cherche, mettons, Apple. OK? Donc, ici, il arrive un résultat de recherche où il y a un grand encadré qui est installé, qui est là, qui parle de Apple 1030. Okay? Dans ce cas-ci, il parle de Apple 1030. Cette information-là, elle est souvent en provenance de Google My Business. Mais si vous n'avez pas de Google My Business, ben, Google va prendre l'information qui est inscrite ici. Alors, ça devient très intéressant d'ajouter cette information-là à la base. Et ce qui est bien le fun aussi, c'est que là, vous lui dites, est-ce que je suis une personne ou une organisation? Moi, je suis une personne. Mon nom, hein, moi je vais juste, Chantal Pelletier, on va mettre un espace ici. Mon titre, j'ai écrit formatrice numérique, mais bon, c'est à vous d'y aller pour votre titre. L'image que vous aimeriez voir apparaître si l'information apparaissait dans un knowledge graph. Bon, mon numéro de téléphone, je n'avais pas envie de le mettre. L'URL de mon site web, mon logo, si j'en avais un, j'en ai pas mis. Et là, voyez-vous, ce qui est vraiment trippant, c'est Social Fields. Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez donner à Google le lien vers tous vos comptes de sites web et ce qui est très de réseaux sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que Google, à partir de ce moment-là, va commencer à comprendre qui vous êtes, comment vous êtes liés l'un à l'autre, que cette Chantal Pelletier-là, c'est la même Chantal Pelletier que celle-là. Et ça, c'est vraiment une information qui permet à Google de mieux présenter ses résultats de recherche, de mieux comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez comme disponible comme outil en ligne. Là, on va faire Save Settings. Il me dit que mon numéro de téléphone est invalide, mais bon. Et là, ça revient toujours à la page General Settings, même si on était dans Knowledge Graph. Default Data. Ça ici, c'est en supposant qu'il y a une page sur votre site web qui n'aurait pas, sur lesquelles vous n'auriez pas installé de schéma, de balise schéma, ou vous n'avez pas personnalisé vos balises schéma, vous pouvez mettre une image par défaut pour accompagner chacun des articles où il n'y a pas d'image, par exemple, qui serait dans vos balises schéma. Là, n'oubliez pas qu'on va ajouter une couche d'information par-dessus l'information qui est déjà présente. Fait que même si vous avez une image mise de l'avant, ben, l'image mise de l'avant, elle n'est pas par défaut l'image dans votre balise schéma. Il va falloir aller le réindiquer. C'est vraiment une couche d'information par-dessus l'information déjà présente. C'est vraiment long mettre en place des balises schéma. C'est comme doubler le travail presque quand on est en train de faire des articles. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est long à faire, mais c'est extrêmement intéressant pour bien apparaître dans les résultats de recherche. Alors, je reviens ici. Je ne l'ai pas fait, là, mais vous pouvez dire, par exemple, déposer une image et vous pouvez dire des valeurs par défaut d'image en largeur et en hauteur. Moi, j'en ai pas mis parce que je veux essayer de mettre des balises schéma partout, mais vous pouvez essayer de les mettre en place. Deuxième chose, maintenant. Une fois qu'on a mis cette information-là, ici, je vais laisser faire les autres. C'est de l'information très avancée. Puis ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous devrez faire des lectures importantes là, pour pouvoir aller plus loin. Là, je veux y aller à la base. La deuxième chose, après qu'on ait fait les settings, on va s'en aller dans... on va aller dans Reviews, dans Schema Types. Okay? On va aller dans Schema Types, vous explorez le reste tout seul. Schema Types, c'est pour indiquer les types de pages que nous, on a à travers notre site web. OK? Alors, ici, ce que je veux vous faire réaliser, c'est que, tantôt, je vous ai dit, Google, quand on lui dit c'est une recette, il comprend que c'est une recette. Si je lui dis que c'est un événement, il comprend que c'est un événement. Mais là, quand on fait la configuration de nos données structurées à nous, on doit indiquer dans nos réglages, quelles sont les publications sur mon site web qui correspondent à quel type de données structurées.
vous allez voir ici, je vais faire Add Schema Type pour vous montrer. Alors, moi, ce que je voudrais, par exemple, on me dit, voici les schémas qui sont disponibles. Et c'est tout ça ici, là. Ce sont des types de données structurées que vous pouvez mettre en place sur votre site web. Par exemple, si vous étiez quelqu'un qui voulait louer des appartements, vendre des maisons, ça pourrait être seulement pour vos articles de blog, la façon de structurer vos articles de blog, des cours, hein, une offre de cours, une foire aux questions, des how-to, des question and answer. On pourrait parler d'événements, on pourrait parler de jeux vidéo, d'offres d'emploi, etc. Moi, ce que je veux mettre en place, c'est des recettes, puis on dirait que je ne le trouve pas, c'est drôle. Hein? Ah, c'est parce que je l'ai déjà utilisé, la recette. C'est ça l'affaire. Attends. Non, Recipe, voyez-vous, il est ici. Il est dans Creative Work, Recipe. Alors moi, je voudrais mettre en place des recettes parce que dans mon site web, j'ai tout un cocon sémantique où j'ai des recettes. Alors, je vais prendre le schéma type Recipe, je vais faire Next, et après, il me dit, OK, super, tu veux faire des recettes. Alors, dans ton site web, quels sont les articles ou les pages qui contiennent des recettes? Alors, moi, ce que je vais lui dire que ce sont tous les articles, je vais lui donner une catégorie. Là, les catégories vont devenir super importantes. Tous les articles dont la catégorie est égale à recettes sans allergènes. Je pourrais ajouter un autre élément si je voulais. Je pourrais faire plusieurs filtres comme ça pour dire qu'est-ce qui correspond à recette. Ou je pourrais dire ou, hein, donc et ou. Mais moi, dans mon cas, c'est toutes les publications dont la catégorie est égale à recettes sans allergènes sont des recettes. Alors, je fais Next. J'en avais déjà un qui s'appelait Recipe, fait que je vais aller enlever celui que je viens de placer, mais voyez-vous, il me dit super, c'est bon, j'ai fini mon schéma, je vais donc return to dashboard, donc je vais donc retourner à mon tableau de bord. Et voyez-vous ici, il m'a ajouté Recipe. Il me dit que c'est sur 7 articles. Enable on 7. J'ai 7 articles qui correspondent à ça. Bon, celui-là, je vais le supprimer parce que j'en avais déjà fait un, puis je ne veux pas dédoubler mes affaires. Alors, je vais le laisser comme ça. OK, ça c'est cool. Puis on peut faire plusieurs types. Fait que, par exemple, je pourrais décider que si j'ai des événements, je pourrais ajouter un autre type événement puis dire que c'est ma catégorie événement, etc. Une fois que j'ai fait ça, alors ce que je dois faire, c'est aller dans mon article, puis je dois aller peaufiner comment mes données structurées vont être affichées. Alors, je m'en vais dans mes articles. Et là, je vais vous montrer, par exemple, je vais aller dans un que je n'ai pas fait encore, OK? Je vais aller dans ma sauce spaghetti, ma fameuse sauce spaghetti sans tomate. Je n'ai pas encore modifié les données structurées pour cette sauce spaghetti sans tomate-là. Je vais donc le faire en ce moment, en même temps que vous. Alors, j'ai cliqué sur modifier ici et je vais aussi aller dans mes recettes sans allergènes ici pour vous montrer à l'écran que ça ne change rien en termes de... Donc, voici ma sauce spaghetti sans tomate. Elle est ici. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que c'est que cette recette-là. Donc, j'ai une image mise de l'avant. J'ai donc mon titre ici, le titre de ma recette. J'ai un petit texte ici d'introduction. J'ai une liste d'ingrédients. J'ai une liste pour dire comment préparer la recette. Il n'y a pas grande information, mais ça, c'est un texte. Hein, dans mon WordPress, c'est un gros bloc de texte ici. Puis, Google, il est bien fin, puis il comprend parce qu'elle est quand même bien positionnée, cette recette-là, déjà dans les résultats de recherche de Google. On va la chercher. Hein, donc, on va chercher sauce spaghetti. Oups, j'ai fait une petite faute. Sauce spaghetti sans tomate. Alors, je la recherche ici. Voyez-vous, quand on fait... Bon, voyez-vous, ma recette tombe en premier, même si elle n'a pas
les données structurées pour l'instant. Alors là, ce que je veux mettre en place, c'est que mon image, moi, je veux qu'elle apparaisse ici aussi. Puis j'aimerais ça aussi qu'il y ait des instructions sur le temps de cuisson, ces choses-là, ou la liste d'ingrédients exactement, tout ça. Donc j'aimerais ça, mais j'aimerais ça aussi qu'elle s'affiche comme ça, peut-être là, dans un petit encadré comme ça en début de résultat de recherche. Puis si je n'ai pas de données structurées, ma recette n'apparaîtra jamais ici. Et je veux que mon image apparaisse, je veux avoir l'air d'un site de recettes quand même professionnel. Puis on le voit que ma recette, déjà qu'elle est bien positionnée, mais elle pourrait l'être encore mieux. Fait que je vais ajouter mes données structurées. Alors je vais aller dans mon tableau de bord. Je descends complètement en bas de ma page. Et là c'est vraiment en bas, c'est le dernier ici. Voyez-vous, c'est écrit Post Specific Schema Recipe. Alors, je dois cliquer sur Modify Current Schema. Je clique là-dessus. Et je vais activer mes balises schéma. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'URL, c'est l'URL de ma sauce à spaghetti. Alors, je vais venir, donc, la page, là, si vous avez un produit, ça va être l'URL vers le descriptif de votre produit. Le nom, c'est le titre de ma page. Sauce spaghetti sans tomate. Alors, c'est ça le nom que je dois inscrire ici. L'image, la fameuse image, je dois la trouver. Je vais la prendre dans Upload ici. Je vais la retrouver dans ma bibliothèque de médias. Alors, je m'en viens ici et je vais prendre celle-ci. J'aurais pu prendre elle, mais je trouve qu'elle est plus jolie. Alors, je fais Select Icon. La date de publication de cet article-là, la première fois qu'il a été publié, c'est le 26 juin 2014. Le format de date est inscrit ici. 2014. Comme ça, on laisse le petit espace. Juin 24. Le calendrier sert absolument à rien. La date de modification, c'est aujourd'hui. Je vais le dire que je l'ai modifié aujourd'hui parce que vous le savez, Google il aime ça. Quand on travaille sur nos articles. Aujourd'hui, on est quelle date? On est le 22 septembre. La description, hein? C'est quoi la description de cette recette-là? Moi, je vais utiliser la même description qui était inclue ici, que j'avais inclus avec mon Yoast. Okay? Donc, cette recette de sauce à spaghetti est miraculeuse pour les personnes qui font de grosses réactions cutanées aux tomates. Le résultat obtenu est saisissant, c'est vrai. Donc, je le mets ici. OK? Main Entity ID, ça veut dire, disons, la page parente de cette page-là, c'est laquelle? Le sujet principal dans mon site web qui introduit cette page-là, c'est laquelle? Et c'est ma page de recette. Le nom de l'auteur, c'est moi, Chantal Pelletier. L'auteur description, j'en mettrai pas. Je peux enlever ou pas mon image. Je vais la laisser, ils l'ont mis. Le nom de mon organisation, je pourrais mettre un logo. Bon, maintenant, il y a le temps de préparation. Le temps de préparation, honnêtement, dans ma description, j'en avais vraiment pas tout à fait mis. On dit que ça mijote pendant à peu près 30 minutes. Ça, c'est le temps de cuisson. Mais le temps de préparation d'une sauce à spaghetti, c'est long. T'sais. Je vais juste regarder ce que les autres ont mis dans le temps de préparation parce que honnêtement, là, ici, tu vois, on a 3h55 en tout. Fait que c'est dur à dire. Tu vois, ici, c'est 30 minutes. Fait que je le sais plus. Je le sais plus c'est combien le temps de préparation. Fait que je vais y aller, on va y aller comme ça, là, au hasard. Là. Donc, mon temps de préparation, ça serait PT. Puis on va dire 40 minutes. Puis le temps de cuisson, c'est un PT 30. PT 30 minutes. Attendez, je veux juste aller voir mes instructions parce que je ne veux pas trop dire de niaiserie non plus. De la viande hachée, un oignon, des céleris, des carottes, de l'ail, c'est pas si pire. Des betteraves. Tu sais, c'est pas une préparation de fou, là. Fait que, donc, on va dire que c'est vraiment ça. PT 30, donc on a un PT, et là, j'ai 40 plus 30, ça fait 1h10. 1h10 minutes. Vous voyez, 1H10M. Les mots-clés, pâte, spaghetti, allergie, mettons, OK? Le nombre de portions, je ne le sais pas. Qu'est-ce que c'est cette catégorie de recettes-là? C'est une sauce. On va dire que c'est américain.
Non, c'est italien, voyons donc. Italien. Nutrition, je ne sais pas le nombre de calories. Les ingrédients maintenant. On me dit, et c'est important de lire les instructions, parce que là, si vous, c'est un produit ou c'est autre chose, il va y avoir d'autres instructions. OK? Puis ce qu'on vous donne dans les champs, c'est des exemples. Alors, on me dit séparer les ingrédients par un point-virgule. Alors, je vais aller chercher ma liste d'ingrédients en haut, ici. Hop. Et je vais les ajouter ici dans mes ingrédients. C'est long de faire ça, là. Mais je dois les séparer par un point-virgule. Point-virgule, 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 etc. Vous voyez? Point-virgule. Oups. Ici. Voyons, je vais l'avoir, je vous le promets. Point-virgule. Et c'est long, là. J'en ai des ingrédients là-dedans, là. Point-virgule. J'ai pas choisi la recette la plus courte. Ah, on y va, on y va. Tant qu'à le faire, on va le faire. Donc, les instructions de préparation maintenant. Et là, c'est là que même si c'est tout dans le même bloc de texte, ben au moins, en lui disant voici les instructions, je peux vraiment lui donner l'information et il peut l'afficher au bon endroit. Alors, c'est la même chose. Je mets les instructions et je sépare par des points-virgules. Point-virgule. Voilà, on va l'avoir, on va l'avoir. OK. Bon, maintenant, si vous avez des vidéos qui sont en lien avec vos instructions, tout ça, vous pouvez ajouter les liens, toute l'information concernant vos vidéos, vous pouvez l'ajouter ici. Si par ailleurs, sur votre site, vous avez des extensions qui vous permettent de donner des notes, par exemple, si ici, là, les gens avaient donné des notes à ma recette, ils m'avaient donné un 5 sur 5, ou s'il y avait vraiment eu d'informations à travers ça pour me donner des notes, ce que j'ai pas, là, ben, je pourrais le dire ici. C'est quoi la note qu'on m'a donnée? Je mettrais aggregate rating et je serais simplement dire, mettons, j'ai eu une note de 5 étoiles pour 22 commentaires. OK? Sauf que je ne le mettrai pas parce que je n'ai pas de notes sur mon site. Puis ça, Google est capable de vérifier s'il y avait réellement des avis sur votre site. Donc, vous ne le mettez pas si vous n'avez pas d'informations à ce sujet-là. Juste avant de sauvegarder ce que je viens de faire, je vais juste vous montrer un petit outil qui est bien intéressant. C'est un outil pour tester nos balises schéma. Okay? C'est Google qui propose cet outil-là. Alors, je vais juste vous mettre le vrai URL là, vers le point de départ. Alors, c'est search.google.com structured-data testing-tool Là, je pense que si vous mettez ça, ça va être beau. Vous n'êtes pas obligé de mettre le U puis le 0. Ouais, c'est ça. Il va se rendre directement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On saisit l'URL de l'information qu'on veut vérifier. Alors, moi, c'est ma recette. Alors, je vais la tester. Ce que ça va faire, c'est que ça va nous dire s'il y a des erreurs dans nos données structurées. Mais là, je veux vous montrer par défaut, là, il y a déjà... voyez-vous, là, il y a déjà des choses qui sont... j'ai pas encore sauvegardé et étant donné que j'avais mis un type schéma, j'ai installé l'information, j'ai mis ma balise schéma sur mes articles de catégorie recettes. Bien là, il est en train de me dire que... je veux juste vous faire comprendre qu'en mettant, en créant ici, lorsque dans mes structures d'état, quand j'ai créé le type recette et que j'ai dit que mes recettes étaient tous ceux qui avaient une catégorie recette, il a mis de l'information par défaut dans chacune de mes recettes. Mais l'information qu'il met, elle n'est pas exacte. Il manque de l'information, okay, dans ce qui est là par défaut. Il a créé des balises schéma par défaut pour toutes mes recettes. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, voyez-vous, je vais sauvegarder ce que je viens d'améliorer. Là, ici, moi, j'ai amélioré. J'ai vraiment amélioré pour lui donner plus d'informations que ce qu'il avait avant. Je vais donc mettre à jour. C'est bon. Je vais recharger ma page. Vous allez voir, ça ne fera pas de différence à l'affichage de la page.
Je vais aller la retester pour vous montrer que là, j'ai corrigé des erreurs qui auraient pu être considérées comme négatives pour Google Analytics, pour Google, le moteur de recherche, et non pas Google Analytics. Voyez-vous, je n'ai plus les erreurs, là, parce que là, j'ai vraiment travaillé ma recette, j'ai vraiment été plus spécifique. On me dit que j'ai des avertissements. Les avertissements, c'est simplement pour me dire qu'il y a certaines informations qui ne sont pas là. Mais c'est pas grave, OK? Je veux dire, il dit si c'est possible de mettre l'information, mais on n'est pas obligé de mettre l'information. Alors là, ça, ce sont vraiment les informations que moi j'ai remplies et qui sont exactes et qui vont permettre à Google de mieux interpréter ma recette, de mieux interpréter ce qu'on retrouve dans ma recette. Alors, comme je vous dis, par défaut, actuellement, toutes les recettes de mon site web, quand j'ai créé le type, quand j'ai créé dans mes structured data, quand j'ai créé le type recette, je lui ai dit, j'ai 7 articles qui sont de catégorie recette. Hein. Rappelez-vous, quand je parle des catégories, je parle des catégories ici que j'ai créées au tout début dans mon site web. Alors, il a créé des balises schéma par défaut dans ces 7 articles-là, mais moi, je dois les améliorer, ces balises-là, l'information qu'on y retrouve, pour m'assurer que mon site est réellement bien indexé par Google. Là, d'ici quelques jours, je pourrais m'attendre peut-être à ce que mes balises schéma soient effectives, mais pour ça, Google doit réindexer notre site web et à ce moment-là, quand ce sera fait, ben, peut-être que mes recettes vont peut-être se ramasser ici dans les en-têtes de Google. Alors voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez bien compris. Puis n'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit, à m'envoyer un petit message. Bonne journée!